Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Titouan Levard, DGA de Silver Valley. Salut Titouan, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va. Belle journée aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir. Merci de venir nous voir dans le podcast. Moi, je suis ravi de te compter parmi nos invités. Comme tu le disais juste avant de commencer, je crois que c'est un exercice que tu as déjà passé, le podcast, mais tu es déjà aussi passé sur d'autres médias bien plus connus que Lundi au Soleil. Je pense à des chaînes nationales. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler des seniors et des seniors avec le rapport au travail, au présent et au futur. Aujourd'hui, il y a 20 millions de Français qui auront plus de 60 ans en 2030. C'est 30% de la population. 56% des personnes âgées de 55 à 64 ans sont en emploi. On reviendra sur cette notion de statistique et ce niveau par rapport potentiellement à l'Europe et au changement qu'on est en train de vivre. Et un taux d'emploi des 60-64 ans qui est de l'ordre de 35%, ce qui n'est pas très élevé par rapport au reste de l'Europe. Donc tout ça, on va en parler, et notamment dans le cadre en particulier de Silver Valley, qui est le premier pôle d'innovation européen dédié à la longévité. Je ne sais pas si je le dis bien, mais... C'est très bien dit. Voilà. Avec derrière, il y a quand même un certain nombre d'organisations qui se cachent. Je crois qu'il y a près de 300 organisations de la Silver Economy. On reviendra sur ce sujet de la Silver Economy et de sa définition. On parle beaucoup des retraites actuellement. C'est un sujet, pour ne pas dire chaud, voire brûlant. Bien sûr, on va aborder ça de près ou de loin, mais pas que. Plus globalement, je le disais, ça va être les seniors et leur rapport au travail, la perception dans le marché aussi qu'ils ont, les idées reçues, et puis l'utilité qu'ils peuvent avoir aussi, tout simplement, dans un certain nombre de boîtes, dans cette période changeante. Bref, on a de quoi faire. Ça va être chargé aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans tous ces sujets un peu chauds, j'en parlais, quelques incontournables, les questions du lundi au soleil. T'es prêt ? Je suis prêt. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot ? Je le passe au bureau, ouais. Ouais. C'est la journée, on se retrouve tous en équipe. Ok. C'est toujours le même rythme ? On essaye de s'y tenir. Ok, d'accord. Donc c'est vous retrouvez physiquement ? Physiquement au bureau, ouais. Ok. Et ça prépare la semaine ou pas du tout ? Ça prépare la semaine, c'est le moment où on fait les réunions en équipe et nos réunions sur nos différents projets d'avancée. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que si vous vous retrouvez, il y a quand même une notion de rencontre informelle ? C'est-à-dire, on est sur des choses très terre-à-terre, du travail, etc. Mais on est aussi sur, effectivement, juste des moments un peu plus relax, quoi. On est sur des moments plus relax. On a un peu notre rituel du lundi matin. Dans nos agendas, on a le Happy Coffee. Okay. Donc, c'est le moment où on n'a pas le droit de parler de boulot. On prend un café ensemble le lundi matin. Putain, c'est pas mal. On n'est pas très inventif, mais on essaye de s'y tenir en tout cas. Ouais, mais ça fait partie des petites initiatives qui font la différence. Et tu me parlais juste avant de commencer, on évoquait la notion de télétravail. Vous avez des bureaux juste autour de Paris, en grande banlieue. Sur le télétravail, grosso modo, c'est 1 jour par mois, c'est ça, au bureau ? Non, 1 jour par semaine. Un jour par semaine, un jour par d'accord. semaine, comme au moins. D'accord, ok. Moi, c'est pas si mal. Pas mal de boîtes n'y sont pas. On en voyait assez récemment. Il y avait Tesla, il y avait Disney. J'en passe, c'est des meilleurs. Je te propose qu'on passe à ton parcours, moi qui m'a un petit peu interpellé. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est pas le sujet du jour, mais tu fais beaucoup de bénévolat et puis tu as fait beaucoup de projets très intéressants que je vous invite tous à aller voir, qui est notamment un projet de voiture électrique, de voiture de course électrique, mais c'était il y a longtemps, mais qui est reproduit chaque année. Je trouve ça assez extraordinaire. Et du coup ça se ressent un peu dans ta formation, puisque tu as une formation d'ingénieur. Moi, j'ai quand même une question un peu con, j'en ai quelques-unes, tu verras. C'est comment on passe d'ingénieur à être quelqu'un d'impliqué, connu et reconnu dans la Silver Economy. Alors, c'est un concours de circonstances, hein, c'est les rencontres de la vie. En fait, c'est assez simple. Moi, je suis un passionné de voiture, du coup, j'ai voulu faire des études d'automobile. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un marché qui était plus tiré par le marketing que le besoin. Et finalement, je me suis rendu compte que cette industrie ne me correspondait pas. Et en tout cas, pour l'instant, je préfère qu'on parle de mobilité que de voiture. Donc, j'ai voulu aller essayer autre chose et on m'a proposé d'aller rejoindre Silver Valley, tout simplement en stage au départ. Et le projet m'a interpellé parce qu'en fait, on va le voir, je pense, c'est très, très pédagogique en fait comme secteur. En tout cas, pour l'innovation. Alors, moi, j'ai plein de questions qui me viennent comme ça au débeauté. La première, c'est un petit pas de côté, c'est... Tu es branché quand même globalement environnement, RSE. Est-ce que c'est aussi ça où tu t'es dit, le secteur automobile, voilà, moyen ? Il y a de ça, évidemment. Il y a la recherche, finalement, et la définition que je donne maintenant de l'ingénieur après quelques années au travail
et des années d'études, c'est finalement trouver une réponse dimensionnée à un besoin qu'on aura identifié. Et voilà. Et pas sur une création de besoin, du coup. Exactement. Tiré par du marketing. Donc, voilà. Donc c'est ça, en fait, qui m'a motivé dans ce secteur-là, la silver economy. Ok. Merci pour ce petit pas de côté. On revient au sujet du jour. Bien évidemment, avant de parler de Silver Valley, qu'est-ce que la silver economy ? Alors, comment tu la définirais ? Alors, c'est pas une définition évidente. La silver economy, ou le marché des seniors, c'est tout le développement de produits et de services qui sont à destination des seniors. Ça, c'est la définition officielle qu'on en donne. Aujourd'hui, nous, au Silver Valley, on fait justement ce pas de côté en disant ce n'est plus un marché de pure player. C'est plus un marché réservé aux groupements d'EHPAD ou à des caisses de retraite. C'est un environnement où n'importe quelle structure, organisation ne peut plus aujourd'hui ne pas considérer ces 30% ou 40% de clients bénéficiaires ou usagers seniors. Et du coup, c'est ça en fait. C'est un marché qui est finalement très transversal et très généraliste, et c'est la définition et la prospective qu'on lui donne aujourd'hui. Merci pour cette def, je suis assez d'accord. Moi, il y a quand même un truc là-dedans qui m'interpelle, c'est on s'est pas rendu compte aujourd'hui que les seniors étaient un peu laissés pour compte entre guillemets. Enfin, ça s'est accentué au cours des années, même s'il y a des stats, c'est pas contradictoire, mais sur l'emploi des seniors qui finalement augmente quand même. Mais est-ce que c'est un sujet en fait récent, tout simplement? Est-ce que c'est un sujet récent ? En tout cas, la filière Silver Economy est récente, vu qu'elle a seulement 10 ans, le 1er juillet, justement, donc ça va bientôt. Mais le sujet est finalement est un sujet de sociétal depuis longtemps. La création de la branche retraite de la sécurité sociale, elle n'est pas si récente que ça. Aujourd'hui, c'est juste que la mutation qui se fait et le fait que ce soit assez nouveau, c'est que maintenant, toutes les organisations considèrent les seniors de façon à part entière. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on voulait fidéliser les jeunes clients. Maintenant, on veut fidéliser les vieux clients. Ok. Non, c'est une bonne explication. Je te propose qu'on rentre dans le dur. Donc, alors, Silver Valley, toi, tu es aujourd'hui directeur général adjoint de Silver Valley. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Quelle est la genèse de départ de Silver Valley ? Alors, Silver Valley a été créé... on a deux jambes. On a une jambe finalement économique. On a été créé pour faire du développement économique à la base sur le territoire francilien, mais maintenant dans la France et l'Europe entière. Et un pied aussi de compréhension des usages et des besoins des seniors, et du coup, c'est un peu prospectif. Du coup, j'en donne une définition un peu corporate de Silver Valley, tu m'excuseras. Le but est d'accélérer la mise sur le marché de produits et services à destination des seniors et de leurs aidants. Voilà, 300 organisations aujourd'hui qu'on accompagne, moitié de start-up, moitié de grands groupes, beaucoup de grands groupes technologiques, industriels, généralistes, banques, assurances, évidemment des pure players, réseau de logements seniors, et institutions de retraite. Ok. Là-dessus, j'ai quand même une question piège. J'en ai quelques-unes aussi. Sur ces 300 boîtes, tu l'as dit, il y a des groupes, il y a des startups. On va rentrer dans un niveau de détail plus important après. Ce sont des boîtes qui travaillent sur des besoins identifiés ou sur de la création de besoins ? Alors, s'ils viennent voir Silver Valley, nous, on n'est pas un cabinet de conseil, on est une association, et du coup, on a évidemment un but de servir des besoins et servir aussi une cause d'intérêt général. Donc, s'ils viennent nous voir, c'est aussi qu'ils sont intéressés par considérer de façon aussi bienveillante cette population-là. Donc, on a nos remparts aussi, justement, pour ne pas créer des choses qui ne sont pas des innovations. On ne considère pas qu'une innovation, des créations drivées par du marketing. D'accord, ok. Et quand tu dis vous avez deux jambes, moi j'aime bien ce côté-là parce que je trouve c'est intéressant, parce qu'à la fois tu as un côté prise de hauteur, à la fois et donc inspirationnel et puis statistique presque, et l'autre côté qui est très opérationnel où là tu es ancré dans des problématiques du quotidien. Juste concrètement, comment ça se déroule, si tu peux décortiquer chacune des missions? La première qui est plutôt ce côté un peu pas de côté, et le deuxième qui est un peu plus ancré dans le réel. Alors, je vais commencer du coup par le réel. C'est aujourd'hui, vous avez une organisation qui vient nous voir et qui nous dit, moi par exemple, je fais de l'alimentation, peu importe.
quels sont les besoins nutritionnels des seniors, dans quel marché évoluer, quels sont les business models alloués à ça. Donc concrètement, si je veux distribuer auprès de groupements de matériel médical, quelles sont les autorisations, quels sont est-ce que je peux faire rembourser une partie par l'assurance maladie. Voilà, c'est des choses très concrètes et stratégiques sur les business models qu'on nous demande. Et on va dire sur l'environnement global de notre secteur, c'est essayer de comprendre des grandes mutations. Alors, en observant de la création de boîtes, en observant des évolutions réglementaires, et là, on est en plein dedans en ce moment, en observant la population senior en conduisant des études. Donc voilà, c'est un petit peu une veille un peu générale qu'on fait sur le secteur. Ok. Et du coup, ces boîtes-là, l'accompagnement, il se fait... en fait, tu disais un truc que je trouvais assez intéressant. Tu dis, on n'est pas un cabinet de conseil, mais finalement, tu es quand même là, tu as une vraie valeur conseil sur le sujet des seniors. Donc, on a une valeur de prescription, en effet. On se considère plus comme des facilitateurs. En fait, moi, mon métier, je le considère profondément comme faire gagner du temps en fait, aux gens qui développent ces fameux produits et services. Et de l'autre côté, on veut faire gagner du temps aux décideurs qui doivent engager des ressources dans ces projets-là. Donc, quand je dis engager de la ressource, c'est implémenter en offre de service l'innovation, ou alors je suis un fonds d'investissement, est-ce que je mets mes billes là-dedans? Donc, nous, on est là aussi pour diminuer ces risques-là. Et alors, j'ai le deuxième volet que je trouve intéressant, c'est bien évidemment, là on a parlé de confrontation réelle, mais cet aspect aussi connaissance des seniors sur le territoire national, potentiellement européen, peut-être au niveau international. Comment vous procédez? Comment tu vas chercher les infos? Parce qu'il y a effectivement, on le voit, il y a un certain nombre d'analyses, de livres blancs, etc. Mais en fait, c'est pas si fréquent. Et c'est pas si profond surtout. Alors, justement, c'est le fameux rempart contre, on va dire, une innovation drivée par le marketing que je donnais, c'est que nous, on a industrialisé le design thinking, en fait, à Silicon Valley, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque étape du développement de l'innovation, on la confronte à une communauté de seniors qu'on a créée, qui s'appelle la communauté Open Lab. Donc, c'est finalement, ils confrontent leurs propositions de valeur à des seniors lambda, à une communauté de bénévoles qui est là aussi pour donner son avis sur les projets. Et ça, on en apprend infiniment sur leurs besoins, sur leurs envies, sur leurs attentes. Et on fait aussi de ça de façon un peu plus sociétale, dans le sens où on ne confronte pas à des propositions de valeur, mais nous, on va aller chercher, on va aller traiter des sujets sociétaux. Là, il y a eu le débat sur la fin de vie avec le CESE, qui a rendu ces conclusions. Nous, on leur a posé la question, on n'a pas posé la question « Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie ?» On leur a posé la question de « Qu'est-ce que vous savez de la législation concernant la fin de vie ?» Ce qui est complètement différent. On essaie de connaître ça auprès d'eux. Et on fait aussi des études quantitatives régulièrement. Et alors, est-ce que toutes ces études que vous menez, elles sont diffusées au grand public? Ou c'est effectivement tout ou partie, ou c'est au cas par cas, ça dépend. Alors, en effet, on garde notre volonté d'avoir un bénéfice global sur la société. Donc oui, ce savoir-là, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre pour vous, quoi. C'est le nerf de la guerre, et et du coup, on pense en tout cas nous servir une cause sociétale. C'est pour ça qu'on diffuse la plupart de nos contenus. Après, quand on fait des études pour des startups, on garde un peu le secret pour leurs insights. Mais en tout cas, pour ce qui est, on va dire, de la connaissance globale sur les seniors, ça, c'est évidemment en libre accès. Ouais. Merci pour cet éclaircissement-là. Je te propose qu'on passe effectivement à un sujet que moi j'ai hâte d'aborder, qui sont les seniors et le travail. Il y a plein de sous-briques, en tout cas dans cette thématique-là. Je le disais en amont, la France est finalement assez mal placée sur l'emploi des seniors par rapport aux autres pays de l'Union européenne, avec un taux d'emploi qui est potentiellement nettement en dessous je dirais des autres effectivement pays. Je ne sais plus à quelle place on est, on va pas commencer à parler de podium, mais je crois qu'on est vraiment mal placé. Je crois qu'on est en deuxième partie de tableau potentiellement, si on parle comme un footeux. Et pour autant, je regardais, c'est quand même... Alors, je parle sous ton contrôle, tu dois connaître bien évidemment mieux que moi les stats là. C'est pourtant un chiffre, le chiffre de l'emploi des seniors qui est en constante augmentation. Alors, je crois que c'est dû à deux mécaniques qui sont... la première, parce qu'en fait, il y a eu un certain nombre
de loi sur l'allongement notamment de l'âge de la retraite, et du coup fatalement il y a plus de seniors qui travaillent, voilà, et puis et donc l'augmentation du départ à la retraite. Donc finalement même si ce chiffre augmente comme la population augmente en termes d'âge aussi, le chiffre reste bas. Comment ça se fait par rapport à d'autres pays comme je sais pas, je regardais la Suède ou l'Allemagne, voilà, il y a près de 80% de la population des seniors qui est employée, et pourquoi en France on est aussi mauvais élève? Alors, c'est une question évidemment qui est difficile à résumer en quelques points. Il y a quand même... Tant il y a en fait beaucoup de tenants et d'aboutissants dans cette... Évidemment, il y a des choses en effet qui sont très terre à terre, notamment sur la formation. Aujourd'hui en France, on a accès à la formation, et quand on embauche un jeune, évidemment c'est davantage un pari sur l'avenir quand on va pouvoir le former, continuer à compter sur lui, former du top management en tout cas pour ce qui est des cadres. Donc ça, c'est une des premières raisons. Aujourd'hui, il y a aussi un fait qui se passe en France, c'est qu'il y a énormément d'aidants. Aujourd'hui, l'âge moyen des aidants, c'est 54 ans. Je peux te couper ? Ouais. Qu'est-ce qu'un aidant pour les auditrices et les auditeurs ? Un aidant, c'est quelqu'un qui aide au quotidien un proche, du coup, qui a potentiellement un handicap, qui peut être dépendant, enfin voilà. Donc ça peut être un ascendant ou un descendant. Mais aujourd'hui, en France, l'âge moyen des seniors en entreprise qui sont aidants, c'est 54 ans. Et du coup, ça veut dire que en fait, ils ont quelque part une charge mentale à gérer en plus de leur travail qui est considérable. Et du coup, finalement, la structure du travail français n'est peut-être pas, en tout cas, le mode de travail français n'est peut-être pas adapté justement à ce deuxième travail qu'ils ont en rentrant à la maison. Et qui est une tâche pour laquelle ils sont déjà pas rémunérés au final, puisqu'en fait alors ça dépend, etc. Et puis en fait c'est une question aussi de charge mentale, quoi, tout simplement. C'est une question de charge mentale. Aujourd'hui, pour prendre un exemple vraiment très concret, quand on vous appelle 3 fois pour vous dire la téléassistance a sonné, il y a les pompiers qui sont passés, voilà, on n'est jamais dans des bonnes conditions de travail. Et en fait c'est ça aussi que les entreprises aussi essayent de réinventer. C'est l'adaptation du mode de travail à ces nouveaux besoins, parce que ces seniors en entreprise sont aidants d'un senior en général, aidants d'un parent très âgé. En vrai, aujourd'hui qu'on a 50 ans, 55 ans d'entreprise, on a un parent qui a 80 ans, donc qui est potentiellement dans l'âge de la dépendance. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je reprends mes questions dans le désordre, tu vas voir, bien évidemment, mais comme je le fais souvent. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est, si je lis entre les lignes, c'est tu dis qu'effectivement, le mode de travail aujourd'hui, plutôt spécifique sur les seniors, mais peut-être plus globalement, n'est pas adapté en termes de flexibilité. Ça veut dire que, en fait, il faudrait être en capacité de se dire que la façon dont une entreprise, quelle que soit sa taille, une TPE, PME, TI, peu importe, travaille avec un senior, potentiellement, ce soit sur des rythmes adaptés ou des missions très spécifiques, très séquencées, très localisées. Alors, c'est cette première chose. Alors, pas forcément sur des missions spécialisées, mais en tout cas, qu'il y ait aussi un tabou qui soit levé en entreprise sur qui était dans mon entreprise. Parce qu'à la fois, il développe des soft skills très fortes de résilience. Donc, c'est aussi une force. Mais il y a la considération, en effet, de lever le tabou sur qui est dans mon entreprise. Et ça peut être aussi pour les grandes entreprises avec des forces RH qui sont conséquentes, c'est mettre en place des services de soutien aux aidants, en fait. Justement pour déléguer un peu cette charge mentale vers des services qui sont pris en charge par l'entreprise. Et toi, tu crois qu'au-delà, si on met cette partie aidant de côté, mais qui est importante, pourquoi les entreprises ont encore de la réticence à effectivement employer les seniors ? Tu disais très justement tout à l'heure qu'effectivement, il y a la notion de jeune, et tu sais que tu vas le garder plus longtemps, fatalement, il y a plus de rétention, etc. Mais il y a une notion de formation qui a un coût. Donc, pourquoi les boîtes, effectivement, ont encore une vraie réticence à embaucher des seniors ? Alors, je fais une généralité, bien évidemment. J'espère qu'il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui vont s'offusquer en disant « mais c'est pas notre cas, notre boîte ». Mais voilà. Non, il y a évidemment le coût salarié d'un senior pour un poste égal est évidemment supérieur. Les prétentions salariales sont supérieures à celles d'un plus jeune à poste égal. Donc ça, c'est
aussi l'une des principales raisons. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais qui sont pour moi en tout cas beaucoup moins significatives que les 3 qu'on a donnés là en fait. Effectivement, alors je te remercie sur la rémunération. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet. C'est vrai que on a. Alors, c'est difficile toujours d'avoir des études très spécifiques sur ce sujet-là, mais c'est vrai que les seniors ont un peu plus de mal à changer de boulot et potentiellement avoir des boulots moins rémunérés que le boulot précédent. En fait, voilà, c'est pas comme ça qu'ils envisagent la chose. Mais il y a effectivement un point qu'on n'a pas évoqué là, mais qui est la notion de productivité. Souvent, il y a un peu au-delà de la réticence sur la partie, je dirais, budgétaire, financière, pécuniaire, mais c'est le côté un peu... en fait, je ne sais pas s'il va être plus efficace que quelqu'un qui a 30 ans, que quelqu'un qui a 40 ans, etc. Est-ce qu'il va pas être fatigué plus vite, etc. Ça, c'est sur l'idée reçue complètement ou c'est du cas par cas, en fait Pour le coup, c'est l'idée reçue. Quand on a des professions aujourd'hui qui sont cadres, on ne peut plus dire qu'on soit... enfin voilà, les personnes aujourd'hui sont, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on passe aujourd'hui quand même globalement à la retraite dans les missions cadres, dans un état de santé et une énergie qui est comparable à... Enfin, en tout cas, il n'y a pas une significative différence dans l'énergie et dans les capacités entre une personne de 55 ans et une personne de 25 ans. Donc là, en effet, c'est sur l'énergie à donner, c'est plus des idées reçues, mais voilà, est-ce qu'il va être complètement engagé dans son travail ? C'est plus sur la notion d'aidant, je reviens dessus, je suis navré, mais c'est hyper important. C'est que est-ce que à la fois dans son rôle d'aidant et à la fois dans son métier, il va pouvoir être pleinement investi dans sa productivité dans le métier. Et c'est ça, finalement, l'ajustement, le pas de côté que les entreprises ont à faire, c'est entendre aussi ce métier-là, ce second métier-là qu'ils ont en parallèle, pour beaucoup. Et alors, la question que je me pose, elle va être un peu clivante, mais est-ce qu'il y a des secteurs plus matures que d'autres sur cette thématique-là? C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, je te dis une bêtise, je vais être caricatural, mais est-ce que dans le bâtiment, tu vois, par rapport à la tech, tu vois, je sais pas, c'est le jour et la nuit, est-ce qu'il y a des vrais bons élèves? Pas des bons élèves, c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus en avance, qui ont une vision plus arrêtée sur le sujet? Alors, je pense pas que ce soit par vision forcément que ça soit comme ça, mais je pense que, en tout cas, dans le secteur banquier et financier, il y a beaucoup plus, en effet, de profils seniors, en tout cas. Enfin, il y a beaucoup plus de taux d'emploi et une chiffre statistique à vérifier que dans d'autres secteurs, tout simplement parce que là, c'est un secteur où l'expérience compte aussi. L'expérience compte peut-être davantage que dans d'autres secteurs. Mais j'ai pas la statistique, je le dis très, très franchement. Non, pas de problème. Mais je regardais effectivement. Alors moi, j'avais reçu Laetitia Vito il y a quelques temps, qui est une auteure que j'adore, avec qui je m'entends très bien. Mais et on parlait effectivement de l'industrie du care, entre autres, etc. Et c'est vrai que sur les secteurs qui recrutaient effectivement le plus de seniors, alors. Je crois que c'était pas les premiers, je les cite pas dans l'ordre, mais effectivement il y avait la santé et l'aide à la personne. Donc il y avait quand même cette notion. En fait, on sent qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'utilité intrinsèque, si j'ose dire. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu veux recruter un senior, si tu vas lui faire créer on parlait de marketing au début, mais si tu vas lui dire en fait on va créer un produit pour créer un besoin, est-ce que ça te chauffe? Je ne sais pas s'il ne faut pas plutôt les orienter justement vers des postes et des responsabilités et des fonctions et des rôles qui soient ancrés dans une utilité très, très concrète. Alors, difficile à dire si les considérations existentielles peuvent prôner sur une mission et un intérêt et on va dire une ambition personnelle. Mais ce qui est certain, c'est que contrairement à un jeune, ils ont... Alors voilà, c'est très cliché, très galvaudé de dire comme ça, mais l'expérience de la vie, aujourd'hui, quand on est senior en entreprise, c'est aussi un moment où on a fait partir ses enfants de la maison. On a moins de contraintes aussi finalement quand on n'est pas aidant, bien sûr. On a moins de contraintes, donc on a aussi, pour ceux qui ne sont pas aidants, je le redis, une certaine flexibilité dans le travail qui peut être appréciable. Voilà, décorrélé des enfants jeunes qui sont encore à la maison, quoi. Mais justement, sur cette partie, t'insistes bien sur la partie aidant, mais même je me dis globalement, quand tu veux trouver un travail quand tu as 60 ans, est-ce qu'il y a des alternatives à des formats qui sont celui du CDI, tu vois, ou celui du CDD Est-ce qu'il y a d'autres formats un peu plus innovants? C'est
plus là où je pense que ça va se jouer, en tout cas pour les contrats cadres, c'est le développement du métier d'indépendant. Clairement, moi, je pense que aujourd'hui, et pour pas être dans les clichés, les seniors en entreprise entre 55 aujourd'hui et 60 ans, ils ont largement adopté les outils numériques. Donc, je pense qu'on va retrouver de plus en plus de seniors sur des plateformes de freelance ou des choses comme ça, justement parce que c'est adapté à leur nouvelle configuration de vie. Je suis aidant, donc j'ai besoin d'adapter mes rythmes de travail. J'ai plus mes enfants, j'ai moins de contraintes, donc je peux aussi accepter d'avoir un salaire qui soit moindre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce métier-là d'indépendant qui va se développer chez les seniors. Donc il y a des boîtes qui se développent aussi là-dessus, qui l'ont bien compris. Pour des missions ponctuelles en fait en entreprise, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le jobbing ou rien à voir, ou c'est des choses qui sont proches? Le jobbing, c'est ce côté où tu as grosso modo, alors c'est plutôt des plateformes, on va dire, ou des marketplaces, où tu as des boîtes qui viennent chercher effectivement. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, une expertise à un instant T pour une durée bien déterminée d'un senior voilà, qui va venir et qui va être, c'est potentiellement quelqu'un qui est plutôt à la retraite, effectivement, et qui va avoir un complément de revenu par là-dessus. Donc je ne sais pas si tu as vraiment cette notion tu vois, d'activité indépendante à proprement parler ou pas, mais... En effet, c'est ça. Alors, est-ce que c'est sociétalement, on va dire, bénéfique difficile à dire, vu que c'est très une numérisation finalement du métier des seniors. Mais ça peut correspondre justement à ces usages-là que j'ai cités. Et puis ça permet du coup de multiplier leur employabilité, le taux de travail pour les seniors, justement, sur des missions très particulières où ils ont énormément d'expertise et là où on a un besoin ponctuel sur une boîte. Et évidemment, pour la boîte, ça diminue le risque et en plus d'avoir un profil qualifié senior, quoi. Alors, on a parlé de perception potentiellement un peu négative, d'appréhension, je préfère ce mot-là, sur les entreprises et les seniors. Est-ce que c'est quoi les idées reçues sur effectivement des seniors qui... La vision, je précise à mon point de vue, la vision d'une population plus jeune dans une boîte qui verrait des seniors arriver dans la boîte. Ils se diraient, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire? Ils se diraient, oula, ça va être des gros salaires, ou ils vont pas être au goût du jour. Tu vois, s'ils voient le verre d'eau à moitié plein, pardon, bien sûr. Alors non, mais moitié vide. À moitié vide. Excuse-moi. Non, c'est évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes considérations existentielles que les jeunes. Et de toute façon, ça c'est générationnel et on pourra jamais rien y faire. Je pense pas qu'il y ait des en tout cas dans les grands groupes corporate et même dans les autres des méfiances, des déviances vis-à-vis des populations seniors. Je pense pas que ça existe largement, voire une discrimination de ces profils-là. Ok. Et alors, à contrario, moi, j'aimerais qu'on parle de pourquoi ce serait bénéfique pour une entreprise de recruter justement des seniors. Quels sont les bons côtés? On en a parlé un tout petit peu, on l'a touché du doigt tout à l'heure. Quel est l'intérêt pour une boîte d'avoir justement des gens qui ont 60 ans et plus, potentiellement plus? Déjà, on a cité beaucoup de choses. C'est qu'ils n'ont plus les enfants à la maison, du coup, ils peuvent être globalement plus disponibles. Ça, c'est pour les non-aidants. C'est pas pour les non-aidants. Ça, c'est pour les non-aidants. Pour les aidants, c'est des personnes qui ont développé des capacités de résilience et d'organisation qui sont assez hors du commun, en fait. Ok. Parce qu'ils sont au four et au moulin, quoi, concrètement. Ils sont au four et au moulin. Ils savent... ils ont appris en marchant auprès de leurs proches, mais du coup, c'est des personnes qui, du coup, sont très, très bien organisées, qui savent réagir vite et prendre des décisions très vite. C'est aussi des personnes qui savent gérer la pression et finalement gérer l'imprévu. Donc, en sens, c'est des soft skills qui sont développés pas par le travail, mais par la vie perso, qui sont encore, je pense, très sous-exploités et pour l'instant très méconnus par les entreprises, par les employeurs. Ouais, et en fait, la clé là-dedans, c'est que les employeurs et les boîtes s'en rendent compte. Et donc, est-ce que ça, c'est un des rôles de Silver Valley ou au-delà juste de le faire dans son hub et son pool de boîtes que vous avez ou en effet, nous, on travaille justement à ces grands sujets sociétaux. On travaille sur des études, on travaille en interrogeant justement ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est très difficile de le palper, de le mesurer en sonnant et trébuchant et en point de PIB ou en point de chiffre d'affaires.
mais c'est pour moi les organismes mutualistes qui sont aux avant-postes de ce sujet-là. C'est eux qui ont, il y a en premier peut-être développé la RSE en entreprise et considéré ce sujet-là et qui sont vraiment en avance de face sur cette considération-là et qui seront, je pense, là, on est vraiment à un point pivot dans les 3 prochaines années, à savoir véritablement mesurer le bénéfice d'avoir un salarié aidant dans son entreprise par du sonnant et du trébuchant, justement par leur réactivité et les points qu'on a évoqués juste avant. Là-dessus, il y a un mot un peu valise qu'on entend régulièrement, pas que chez les seniors, mais dans plein de boîtes, qui est le coaching. Est-ce que c'est une bonne voie de reconversion pour les seniors, potentiellement, justement, d'aller... est-ce que c'est un métier d'avenir, très concrètement, parce qu'en fait, on se dit que c'est des gens qui vont apporter... Je te sens dubitatif. Et justement, ils vont apporter ce côté expérientiel et voilà, et ces 10, 15, 20 années de carrière, linéaire ou pas, peu importe, dans une boîte, en disant, voilà, moi, la vision que j'ai. Non, toi, tu penses que c'est une fausse solution? Alors, pour moi, ça peut être une solution, mais clairement, on ne va pas transformer les quelques millions de seniors en coach. Ça, j'y crois pas. C'est pour moi insignifiant, en tout cas, par rapport à la masse de seniors en emploi, quoi. Ouais, ça va être assez marginal. En fait, ce qui est complexe dans ce que tu dis là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle finalement. En fait, alors j'arrive sur un point qui est très administratif, mais il y a des aides de l'État pour l'embauche des seniors, etc. Voilà, est-ce que aujourd'hui ça c'est suffisant? Est-ce que c'est intéressant par rapport effectivement aux points de friction qu'on a évoqués? Est-ce que c'est suffisamment important pour que ça gomme les points de friction qu'on a évoqués juste avant? Alors là c'est un point de vue très personnel, mais je suis pas certain que l'intervention de l'État, en tout cas, peut en tout cas soutenir de façon unique cet enjeu-là. Donc c'est finalement une éducation des RH, une éducation un peu globale qui se fait dans le temps sur évidemment cette population-là et les bénéfices qu'elle peut apporter à l'entreprise. Et alors évidemment incité potentiellement par des aides d'État, mais c'est avant tout une compréhension et servir à un enjeu sociétal que nous on porte, enfin en tout cas un message que nous on porte, on n'est pas les seuls à porter auprès des entreprises pour dire voilà, vous avez ces populations-là. C'est aussi une richesse. Ouais, alors là, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe parce que ça veut dire que l'enjeu, il est davantage culturel, d'ailleurs à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Et qu'en fait, malheureusement, je ne sais plus dans quel épisode on en parlait par rapport effectivement à la perception de la famille et notamment des seniors. En France, la perception est finalement, il y a une perception très de charge, en fait, là où effectivement, dans des pays potentiellement en Asie, je crois on parlait du Japon, de la Chine notamment, effectivement, il y a un côté presque de devoir de garder effectivement proche sa famille et puis effectivement toujours l'aider et puis toujours la booster, etc. Et donc, c'est finalement assez culturel. Donc, ça risque de prendre un peu de temps, a priori, si voilà, j'ai une vision un peu noire. Non, mais évidemment, tout ça sera drivé, évidemment, encouragé par des évolutions réglementaires, ça c'est sûr. Mais voilà, il y aura forcément du culturel, de la culture d'entreprise et de la marque employeur qui sera liée à ça. Ouais. On n'a pas encore parlé du CDD senior qui est un levier, voilà. Donc si j'entends ce dont tu viens de parler, ça fait partie des petites initiatives qui peuvent éventuellement, c'est la théorie un peu des petits pas, avoir un petit impact, mais c'est loin d'être suffisant en fait. C'est parce qu'en fait, ce qui est complexe quand tu parlais d'entrepreneurs tout à l'heure, d'indépendants sur des seniors, c'est que ça sous-entend une petite organisation quand même. Faut aller un peu chercher des clients, même si je pense que les plateformes marketplace sur les échanges de services vont se diversifier, mais c'est de se dire comment, il y a un peu d'organisation, c'est ça que je veux dire dedans. Il y a des paplards, faut remplir des choses, etc. C'est quand même finalement pas si facile que ça. Et du coup, ce CDD senior, il est peut-être plus indiqué, il est plus facile aussi. Je sais pas si changera significativement grand-chose, mais je vais plutôt, pour répondre à cette question, prendre le point de vue des seniors que nous on entend et qu'on interroge.
qui nous, en fait, pour certains qui nous disent, en fait, laissez-nous partir à la retraite qu'on a envie. Si on a envie de travailler encore après, laissez-nous faire. Laissez-nous faire, parce que le sujet aujourd'hui, c'est que du coup, s'ils continuent à travailler, ils vont continuer à payer évidemment des impôts, et c'est pas incitatif, en tout cas. Bien sûr. C'est pas incitatif d'un point de vue financier pour eux de continuer leur carrière. Alors là, évidemment, c'est des arbitrages importants politiques, mais en tout cas, ils nous disent, mais si on a envie de travailler, laissez-nous travailler dans les mêmes conditions qu'on a travaillé, et je pense que c'est aussi ça qui pourrait permettre, mais là, c'est peut-être un doux rêve pour moi, mais qui pourrait permettre d'augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas ce couperet qui tombe à 62 ou 64 ans, peu importe, et si on dit, finalement, c'est une personne, elle a aujourd'hui 58 ans, mais on peut considérer quand même qu'elle va rester jusqu'à chez nous sans condition, on va dire, encore 10 ans, ce serait plus un problème, en fait. Et donc toi, du coup, tu serais sur du cas par cas. Alors malheureusement, c'est complexe. C'est complexe. Aujourd'hui, en tout cas, avec ce qu'on vit, parce qu'il y a cette notion, effectivement, je pense, de gestion administrative, mais ça veut dire que, en fait, toi, dans la réalité du terrain que tu vois, avec des profils hyper divers, j'imagine, tu as des gens qui te disent, en fait, moi, j'ai plutôt envie de continuer. Enfin, j'ai pas envie qu'on me dise quand m'arrêter. Si j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer, mais il y en a qui ont envie de s'arrêter plus tôt. Voilà, il y a un peu tous les cas. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que qu'il y a un âge légal, c'est très bien, auquel on peut avoir sa retraite complète, c'est évidemment une bonne chose. Maintenant, j'aimerais qu'on ne m'empêche pas d'aller au-delà, en fait, que ce soit pas, on n'ait pas des barrières pour aller au-delà. C'est ça que nous, en tout cas, la principale chose qu'ils demandent. En fait, le passage à la retraite leur fait très peur aussi. De façon existentielle, fait très très peur aux personnes, parce que on s'est identifié toute sa vie dans la société, on est identifié par son métier, en fait. Oui, bien sûr. On passe à la retraite, on n'est plus identifié sur son métier. Donc là, il y a aussi des motivations très existentielles, qui ne sont pas juste mon salaire, ma pension de retraite, qui sont j'ai envie de continuer parce que mon identité sociétale, c'est mon travail. En fait, alors ça me rappelle un épisode, je crois que c'était le 2e épisode du Lundi au Soleil, où effectivement, je recevais Samuel Durand et on se disait que t'étais, grosso modo, quand tu rencontres quelqu'un, à mon âge, peut-être moins à ton âge et encore moins dans une population plus jeune, mais où tu dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais, quoi, et il va dire, en fait, je fais ça, voilà, mon job, c'est ça, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est en train de changer, ce prisme est en train de changer. Je crois que les échanges se font de manière un peu différente, justement, sur ce sujet de... C'est plutôt qui es-tu, en fait, voilà, ça a l'air un peu poétique comme ça, mais c'est assez profond. Et effectivement, il y a un point que tu soulèves qui est particulièrement important, c'est que les populations des seniors actuelles avaient plutôt tendance à avoir des carrières qui sont en somme toute assez linéaires, c'est-à-dire soit le même job, soit la même boîte, voilà, c'était culturel, c'était comme ça. C'est bien évidemment en train de changer. Et du coup, la transition entre la vie active et la retraite est d'autant plus, j'ai la sensation, douloureuse, parce qu'en fait, finalement, elle est assez peu accompagnée, en fait. Alors, elle est accompagnée, en fait, mais par un pot de départ. Elle est accompagnée de façon très matérielle aujourd'hui. On a quand même de la chance, et je le dis, en France, d'avoir des institutions de retraite qui fonctionnent quand même globalement bien et qui permettent à la majorité des personnes de partir à la retraite avec une pension qui leur permet de vivre sereinement. Du coup, la motivation, elle est plus matérielle. C'est pas comment je vais gérer ma future dépendance. C'est j'ai 25 ans de retraite pour certains devant moi. Purée, qu'est-ce que je vais faire ? Et pour eux, le coup, là, pour reprendre encore une de leurs formules, c'est une nouvelle carrière. C'est une nouvelle carrière, c'est un nouveau projet de vie où j'ai besoin de m'accomplir, où j'ai besoin de m'épanouir, où j'ai besoin de continuer à de peser sur la société, pas dans l'économique, mais dans d'autres secteurs pour lesquels il est difficile d'en mesurer l'impact, qui n'est pas des points de PIB, quoi. Ouais, mais du coup, je pense que justement, ce que tu pointes du doigt, pardon, c'est lorsque je suis à la retraite, je perds un peu cette notion de mission, mais je perds surtout cette notion d'utilité. C'est-à-dire, en tout cas, je faisais quelque chose d'activité, on va dire. Voilà. Et donc, et on revient sur ce point qui, à mon sens, a craqué. C'est
comment justement j'encourage, comment nous on encourage au niveau culturel, au niveau social, au niveau politique, ce lien intergénérationnel en fait, pour se dire en fait, ces générations en fait se rapprochent plus qu'elles ne s'écartent comme c'est le cas un peu aujourd'hui. En fait, je vais parler à un point que j'aurais dû parler bien plus tôt dans l'échange, mais c'est la transmission des savoirs. Ok. Aujourd'hui, quand on passe à la retraite, il y a une gabegie des savoirs qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire que les seniors, ils partent à la retraite avec tout ce qu'ils savent, en fait, de leur vie professionnelle. Hein. Oui. Et là, il y a un potentiel assez incroyable de création de valeur, et là, qui serait chiffrable en termes de chiffre d'affaires et de PIB, c'est que si on transmettait plus massivement les savoirs des seniors, alors là, je ne parle pas que des professions cadres en plus, hein. Je parle vraiment de tous les corps de métier. Si on transmettait davantage ces compétences professionnelles qu'ont les seniors aux plus jeunes, c'est du resserrer les liens entre générations, mais c'est surtout une valeur financière assez énorme. Un chiffre je donne un chiffre d'une étude qu'on a conduite, nous, Silver Valley, en novembre 2022, qui dit qu'il n'y a que 20% des seniors, donc des plus de 55 ans, qui transmettent leur savoir au moins une fois par mois. Donc, si on le fait moins d'une fois par mois, je les considère que ce n'est pas transmettre ses savoirs. Bien sûr, ouais. Donc, il y a un potentiel, en tout cas, de transmission. Et, à contrario, aujourd'hui, il y a une perte en ligne des savoirs qui est assez faramineuse, quoi. Donc, resserrer les liens entre générations, je pense que ça pourra commencer par ça aussi dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail et de l'emploi des seniors. Ouais, clairement, je pense qu'effectivement, cette notion de transfert de savoir, effectivement, d'une plus vieille génération un peu plus vieille à plus jeune, ça peut contribuer très clairement à avoir une image positive, en tout cas, et à une compréhension de l'utilité de fond que ça a. Moi, j'ai quand même une question aussi, c'est comment, lorsque on parlait de préparation à la retraite tout à l'heure, c'est de se dire comment aussi tu prépares les gens après le travail en leur disant en fait, vous pouvez quand même avoir une activité à la retraite. Moi, j'ai la sensation que les gens que j'ai autour de moi, c'est un peu la douche froide, c'est-à-dire qu'ils bossaient. Alors oui, tu vois, au début, en fait, c'est la nuit de noces, quoi. Donc, ils se disent, si je veux pas me lever, je me lève pas. Si je veux pas faire de sport, je fais pas de sport. J'ai pas trop beaucoup de boulot, machin, etc. Mais finalement, je trouve, alors je vais faire une analogie un peu, je sais pas si elle est merdique ou si elle est pas bien, mais on t'apprend pas à être parent, tu le deviens parce qu'en fait, en fait, tu as un enfant, quand t'es parent, t'as un enfant qui arrive et tu te dis, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, il y a des choses qui sont relativement innées, mais tu absorbes quand même un certain nombre de savoirs, mais tu apprends aussi au quotidien en faisant des erreurs, etc. Là, tu n'es pas du tout préparé à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où, tu vois, est-ce qu'il faut se faire une liste d'activités en disant voilà ce que je peux faire avec, etc. Et ça se prépare pas, tu vois, 3 mois avant, hein, j'exagère à peine, hein, mais c'est 5-6 ans avant, en se disant qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que potentiellement je peux rester dans la boîte mais continuer à faire de la formation, tu vois, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc je trouve que c'est un sujet un peu à craquer, ça. C'est un sujet définitivement à craquer. Aujourd'hui, la CNAV, donc l'assurance retraite de France, travaille beaucoup justement sur justement développer, au-delà de verser la pension de retraite, développer auprès des seniors ce fameux projet de vie, cette nouvelle carrière, dans des motivations qui sont en effet beaucoup plus existentielles. Alors, deux petits exemples justement pour dire la crainte qu'ont certains. Il y en a beaucoup qui craignent de se retrouver avec leur mari ou leur femme. Ouais, c'est un vrai sujet. Ils se voient seulement le week-end et là ils vont se voir tous les jours. Tous les jours du matin jusqu'au soir. Donc c'est une crainte un peu... qu'on n'imagine pas comme ça, mais pour beaucoup, c'est ça. Il y a aussi qui se disent, sur la transmission, j'ai été comptable 40 ans de ma vie, et là, je prends ce qu'on nous dit aussi, ce que les seniors nous disent, j'ai été comptable pendant 40 ans de ma vie, et là, la transmission des compétences que je vais faire, on va me demander d'être trésorière dans une asso ou d'aller donner mes compétences de comptable. Mais moi, j'en ai par-dessus la tête. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, il y a aussi ça. Ouais. Il y a aussi ça qui existe et c'est pour ça que... La volonté de faire autre chose. La volonté de faire autre chose. Et en effet, ce moment où finalement on profite, on profite, où on voyage, je suis dans les clichés, mais en tout cas, on se fait plaisir. Ouais. Il dure qu'un temps. Il dure qu'un temps et après, il faut en effet retrouver
cette nouvelle utilité, cette nouvelle identité dont je parlais tout à l'heure. Alors du coup, tu vois, moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, je vois deux choses là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, la formation et la montée en compétences, elle doit se faire tout au long de la vie d'un collaborateur, dans des carrières linéaires ou pas linéaires, peu importe. Et que grosso modo, c'est pas parce que tu as 50 ans ou 55 qu'il faut arrêter de te former. Alors, c'est un coût pour l'entreprise, on revient sur cette notion de culture, mais ça, c'est important. Et qu'est-ce qui empêcherait, et là, c'est de la prospective, alors je ne sais pas si ça existe peut-être dans des boîtes, s'il y a des boîtes, n'hésitez pas à venir témoigner sur Lundi au Soleil, mais le fait de se dire, en fait, pendant les 3-4 dernières années de ma boîte, 5, 6, peut-être moins, peut-être 2, je suis formé à un autre métier, effectivement, qui me prépare pour la suite, effectivement, pour justement avoir cette notion de visibilité sur qu'est-ce que je fais après, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aujourd'hui des choses qui existent en ce sens, c'est-à-dire la pré-retraite où on va avoir 1 ou 2 journées par semaine où on va aller travailler dans une association, on va aller servir une association, c'est ça en fait. C'est quelque part, oui, mais c'est la préparation. ça émane de la personne, ça émane pas de la boîte. En effet. Ouais. Est-ce que les boîtes ont, en tout cas, je ne perçois pas de signal faible, en tout cas, chez les boîtes sur ce sujet-là, quoi. Ouais, en fait, moi, je me dis, comme ça, spontanément. Alors, bien évidemment, ça a un coût, ça a des impacts financiers, etc., et pécuniaires. Mais je trouve qu'en termes de vision, ça renvoie quelque chose, effectivement, sur culturellement, qui est intéressant. On parle aussi souvent, alors j'avais déjà abordé ce sujet-là, des systèmes de pension et de protection sociale, ils sont en train de changer. Toi, tu vois qu'effectivement, dans la partie, justement, chez Silver Valley et dans toutes les boîtes qu'il y a autour, que justement, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place, justement, pour mieux préparer sa retraite ou la préparer différemment. Il y a des très très belles boîtes qui naissent en effet là-dessus. Alors, justement, les premières, c'est bien avant, c'est trouver des profils seniors qui correspondent à des missions ponctuelles. Donc là, on n'est plus sur le métier d'indépendant dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des boîtes comme Alphonse, par exemple, qui préparent justement ce projet de retraite. Ils travaillent sur le matériel, le patrimoine, la pension, mais justement qui prépare aussi cette nouvelle carrière-là. Et en effet, il y a des innovations qui se créent avec des vrais business models aussi, parce que c'est ça derrière, il faut des boîtes qui soient pérennes, et du coup, c'est des modèles soutenus par les institutions de retraite. Alors merci pour cette réponse, je pense que c'est très important, effectivement. Moi j'en ai parlé dans un épisode précédemment, mais que je t'invite à écouter bien évidemment. J'ai une question pour le coup qui est un peu complexe à appréhender, c'est est-ce que retarder l'âge de la retraite, ça peut nuire, tu penses, à l'emploi d'une population plus jeune ? Mécaniquement, oui. Mais est-ce que c'est de façon significative ? C'est très difficile, encore une fois, d'y répondre avec encore une fois, avec des chiffres, mais ça va peser autrement. Ça va peser vraiment autrement. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'âge moyen où on devient grand-parent, c'est 59 ans. Donc, c'est aussi pour les plus jeunes, on envoie les enfants chez les grands-parents. Bah, ça peut être aussi la simplification de la vie professionnelle du coup de ceux qui ont une trentaine d'années. Voilà, c'est des choses comme ça qui mécaniquement vont faire que ça va pas forcément peser sur l'emploi des jeunes, mais ça va peser aussi sur le travail des gens en activité, parce que on va moins pouvoir garder les enfants. Il va y avoir beaucoup moins d'actions de solidarité aussi, parce qu'aujourd'hui, les seniors qui font des actions de solidarité, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, c'est des seniors. Donc, voilà, mécaniquement, ça va peser sur le non financier, enfin le non économique, et des applications très concrètes sur la vie professionnelle des plus jeunes. Mais est-ce que... alors, moi, je l'entends ce point-là, et je pense que tu as raison. Bien sûr, ça va avoir un impact. Est-ce que, par ailleurs... des changements importants sur l'organisation du temps de travail et l'organisation du travail plus largement, de toutes les populations confondues. On a parlé très souvent dans ce podcast du 2 jours par semaine, ce genre de choses, des slashers, des gens qui ont 2 activités, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi globalement sur effectivement, je dirais, le taux d'emploi de différentes typologies, de différentes tranches d'âge en France ?
Bah forcément oui, parce que encore une fois, si on revient à ces nouveaux usages des seniors, ces nouveaux besoins, cette ces nouvelles attentes en termes de flexibilité, et pas en termes de temps passé au travail, mais en termes de flexibilité de la journée. S'il y a des nouveaux modes en effet de travail qui se développent, mécaniquement ça répondra aussi à ces nouveaux besoins et à ces nouveaux usages. Ok. Alors j'ai une question, moi, parce qu'en fait souvent quand on parle quand on parle des seniors, on met de l'autre côté innovation technologique, on les met pas toujours dans le même sac, tu vois. Je dirais pas qu'on les oppose. Et en fait, aujourd'hui, comment on pourrait, je dirais, encourager l'innovation technologique pour développer des solutions justement qui seraient adaptées à des besoins des seniors ou potentiellement à la société de demain. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez avec ton équipe chez Silver Valley et les boîtes que vous aidez, bien sûr? Il y a évidemment beaucoup d'innovations technologiques qu'on accompagne, alors qui ne sont pas spécifiquement liées au monde du travail. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, et là, je pense qu'on a dépassé largement le signal faible, c'est qu'avant, il y a 5-6 ans, 10 ans, on avait des technologies qui étaient très pure player. Ce que tu disais, qui étaient pour le monde vraiment des seniors dépendants liés au déficit. Aujourd'hui, on a beaucoup plus. Les solutions qui se développent sont beaucoup plus en prévention, beaucoup plus généralistes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on achète une montre connectée. Il y a énormément de seniors qui achètent des montres connectées, des technologies d'actimétrie connectée. Okay. Parce que, alors, pour la petite anecdote qu'il y a 15 jours, il y en a une, elle me dit, moi, je mesure ma REM. Tu sais ce que c'est la REM? Non, j'en ai absolument aucune idée. C'est la régénérescence effective memory. En gros, ils mesuraient leur temps de sommeil en disant, pour prévenir mon déclin cognitif, je vais mesurer la régénérescence de ma mémoire. Et en fait, ils vont devenir adeptes à ces nouveaux usages-là parce qu'il y a quelque chose de préventif. Le compteur de pas, mince, j'ai pas fait mes pas de la journée. J'ai un traitement contre l'hypertension, donc mon rythme cardiaque, c'est important que je le suive. Il y a des milliers de cas d'usage qui sont très généralistes, qui sont liés à la technologie, et là, la technologie, elle apporte de vraies solutions à des seniors beaucoup plus jeunes. Et en plus, maintenant, à 55 ans, 60 ans, on est largement aguerri à ces nouveaux usages-là technologiques. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'avant, on était vraiment plus dans une situation, pas d'urgence, mais en tout cas sur une population beaucoup plus vieille, en fait, sur le confort de vie, entre guillemets, de fin de vie. Des solutions pour des seniors dépendants. Ouais, c'est ça. Des solutions pour seniors dépendants. Et aujourd'hui, la technologie, elle glisse vers des cas d'usage un peu plus généralistes et du coup vers des seniors plus jeunes. Et quels autres exemples tu as justement de boîtes qu'il y a autour de votre écosystème justement qui proposent ce genre de service? C'est quoi les derniers trucs que tu as vus où tu te dis waouh, là ça envoie du bois, il y a quelque chose effectivement qui sort un peu des sentiers battus, quoi? Non, il y en a beaucoup sur l'alimentation, sur la prévention de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est le premier vecteur de prévention. Il y a des innovations qui se créent. Il y a des boîtes justement sur la techno, et une que j'admire beaucoup qui s'appelle Ozoai, qui est capable de détecter des anomalies dans le domicile. Donc s'il y a une personne qui s'étouffe, on est capable de capter grâce au son. Et une IA qui dit ok, ça c'est pas une personne qui parle, c'est une personne qui s'étouffe, une personne qui crie, une personne qui a chuté. Et là du coup on voit la puissance, en tout cas appliquée à des cas d'usage seniors, mais à des cas d'usage qui sont beaucoup plus généraux. C'est par exemple j'ai un bébé qui va pas bien, il y a une IA qui est capable de capter une anomalie sur différents cas d'usage. Donc ça c'est des boîtes que j'admire beaucoup. Il y a des boîtes aussi moi je crois beaucoup à la monétisation du patrimoine et justement comment on va financer son avancée en âge. Des boîtes comme Preview Capital qui développent du prêt viager hypothécaire, où là on ne fait pas de pari sur la mort, donc je suis vachement admiratif. C'est un modèle un peu différent de ce qui existe actuellement. Exactement, ouais. Et voilà, comme je crois beaucoup à la monétisation du patrimoine, je crois beaucoup du coup en ces boîtes-là. Alors pour citer encore un autre exemple, si j'ai le temps, bien sûr. Si j'ai le temps, un exemple qui soit dans un autre secteur, par exemple une solution comme Payello. Payello, c'est la délégation des moyens de paiement. Aujourd'hui, par exemple, je suis aidant en entreprise, j'ai une charge mentale, c'est comment je paye les intervenants qui viennent.
Je dois payer l'infirmière en cash, enfin l'infirmier ou l'infirmière, l'auxiliaire de vie. Il y a la femme de ménage ou l'homme de ménage qui vient. Je dois déléguer du coup les cartes de crédit de mon proche qui a du déclin cognitif. Bien sûr. Payeelo, par exemple, permet de gérer ça. Donc là, on est aussi sur un cas d'usage très concret pour le monde dans l'entreprise et de diminution de la charge mentale des gens. La délégation de paiement, c'est un enjeu important. Ça me plaît, je regarderai ça de plus près. Alors, je ne suis pas encore confronté à cette problématique-là. Moi, j'ai des parents qui font 50 bandes de vélo par jour, donc ça va. Mais en revanche, je rebondis là-dessus. On a finalement assez peu parlé d'environnement. On en a parlé au début, on l'a touché du doigt. Est-ce que tu sens que, effectivement, dans ce hub que vous avez, ou même plus largement, ou même dans les problématiques qui sont évoquées par les seniors, l'environnement, c'est un enjeu en croissance ou ça reste un truc un peu lointain, un peu flou? Alors, je vais donner un chiffre, du coup, en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Aujourd'hui, on a posé la question des seniors, est-ce que vous faites des actions de proximité pour l'environnement ? Et il n'y en a que 7% qui nous ont dit qu'ils en faisaient au moins une fois par semaine. Mais c'est déjà à la fois beaucoup, mais c'est à la fois peu. Oui, c'est-à-dire qu'une marge de manœuvre, c'est-à-dire un ramassage des déchets, il n'y en a que 7% qui en font au moins une fois par semaine. Mais dans les boîtes, en tout cas, qu'on voit, il y a évidemment la considération environnementale qui rentre. Qui est de plus en plus forte. Qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui aussi, nous, on est une économie de service, donc ça ne veut pas dire que si c'est dématérialisé, qu'il n'y a pas d'impact environnemental, mais on est quand même, nous, dans une économie de service, donc une économie qui a finalement un peu moins d'impact sur l'environnement que véritablement de l'innovation industrielle, quoi. Oui, complètement. Merci pour toutes ces réponses-là, pardon. Je te propose qu'on passe aux questions de fin et après je te libère. Ce sont toujours 2 classiques du podcast. Est-ce que tu as une recommandation, un film, un livre, un docu, des choses ou des études d'ailleurs à nous partager et que les auditrices et les auditeurs pourraient consulter? C'est entre les deux? Ça dépend. Alors, il y a effectivement, tu pourras nous le dire après, je les mettrai dans le descriptif du podcast, pas de sujet. En tout cas, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties assez récemment, que j'invite les auditeurs à consulter, que je mettrai dans le descriptif. Effectivement, c'est pas que des chiffres, hein, il y a aussi des tendances de fond, et puis il y a pas mal de prospectifs, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça sera dans le descriptif du podcast. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience, un bon ou un mauvais souvenir que tu souhaiterais nous partager? Non, un souvenir, une anecdote d'hier qui était assez marrante, c'est que, alors je l'ai dit, on fait nous beaucoup de confrontations usagers à de solutions. Ouais. Et hier, on avait 2 personnes, on a trouvé 2 cousines. C'était énorme. De manière totalement... 2 seniors lambda, et je fais un tour de table en disant présentez-vous. Et là, il y en a une, elle me fait je m'appelle Madame Machin, et sa voisine lui fait ah, mais moi aussi, c'est marrant. Et on a retrouvé 2 cousines germaines qui habitaient la porte d'en face depuis 50 ans et qui ne savaient pas qu'elles étaient cousines germaines. Ah, c'est dingue. Donc, c'était hier matin, ça. Vecteur de rencontres profondes, familiales. Exactement. Ouais. Et donc, elles sont reparties potes, quoi, aussi. Elles sont reparties ensemble. Et grand moment d'émotion pendant la session de focus group qui était sur un produit très lambda, mais... Alors, je rebondis. Merci pour cette anecdote. Je trouve qu'elle est attendrissante. Elle est très cool. J'ai quand même une question, toujours popcorn. Vous faites des focus group en physique. Ouais. Est-ce que vous en faites de manière hybride et il y en a en full distanciel? Ouais, on en fait, comme on en fait 160 par an, on en fait beaucoup en distanciel. On a formé certains de nos seniors qui n'avaient pas utilisé Teams dans leur vie professionnelle, justement, à la visio. Donc, on en fait évidemment beaucoup en digitalisé. Ça permet une chose, c'est que on n'a pas que des seniors parisiens ou franciliens, en fait. On a des seniors de vraiment partout en France, des expats et tout, qui viennent participer à ça, quoi. Et là, tu sens que finalement, c'est pas qu'il y a je vais pas parler de résistance, c'est pas ça, mais que finalement, là, il y a pas de fracture technologique. T'arrives souvent à la circonvenir. Tu arrives à les faire se connecter sans aucun problème. Les ruptures numériques, elles sont liées à la vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on passait à la retraite en ayant eu l'usage de son ordinateur. Bien sûr. Et aujourd'hui, on passe à la retraite en ayant l'usage de son smartphone dans la vie professionnelle. Du coup, maintenant, aujourd'hui, les seniors, ils sont complètement... ils sont aguerris. Ouais. Et la fracture, elle est vraiment générationnelle. Elle était sociétale avant, maintenant, elle est vraiment générationnelle.
Titouan, c'était vraiment top de te recevoir. Je te remercie pour la qualité de tes réponses. Moi, j'ai trouvé qu'on avait traité plein de sujets et c'est ça qui me plaisait. Je voulais pas qu'on soit que focus sur le travail. Je voulais qu'on adresse aussi le sujet des seniors plus globalement, qui est un sujet très important, moi, qui me tient à cœur. Donc, je suis ravi que tu sois venu le partager. Voilà. Et j'espère que ça aura bien évidemment inspiré les auditrices et les auditeurs, potentiellement à tester des choses et puis à faire évoluer aussi leur culture individuelle et collective dans leur entreprise. C'est surtout pour ça qu'on fait ce format-là. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Et je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.